Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Isabelle Moser. Lorsque Éric Moser ouvre la porte de son garage, ce jeudi 12 septembre 2013, c'est une vision d'horreur qui l'attend. À l'intérieur de la maison, le corps sans vie de sa femme gît dans une mare de sang. Elle a été sauvagement poignardée. Isabelle a-t-elle été victime d'un cambriolage qui aurait mal tourné ? Les enquêteurs en doutent, car il n'y a aucune effraction, et tout dans la maison fait penser à une mise en scène. Mais alors, qui aurait pu vouloir la mort de cette mère de famille si dévouée ? Après de nombreux rebondissements, l'enquête va finalement révéler une vérité aussi terrible qu'inattendue. L'affaire Isabelle Moser, un nouveau podcast de Chronique criminelle. Le matin du jeudi 12 septembre 2013. Une mère de famille est seule dans sa maison. Les enfants sont à l'école et son mari travaille. Elle est en train de ranger quelques affaires dans l'entrée lorsque soudain, un individu s'introduit chez elle et la surprend. Il l'agresse, s'acharne sur elle et la poignarde de 8 coups de couteau. Qui est cette femme ? Pourquoi un tel déchaînement de violence ? C'est le point de départ d'une affaire criminelle qui a plongé dans l'horreur une région tout entière. Tout commence à Ilfurt, en Alsace, une petite commune située à 12 km au sud de Mulhouse. Au milieu coule la rivière Ill, qui donne son nom à la ville. Ilfurt, c'est une petite commune qui est située en agglomération mulhousienne. On n'est pas très loin de la frontière suisse, pas très loin du territoire de Belfort. Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Les gens ont des grosses maisons, c'est quand même assez riche, assez bourgeois. Ilfurt est un village où il fait très bon vivre. Karine Baudin, sœur de la victime. Très verdoyant, beaucoup de forêts autour. Une ville sans histoire. Robert Bartoletti, avocat général. Où les actes de délinquance sont quand même relativement peu fréquents. C'est là qu'habitent Isabelle et Karine, deux sœurs inséparables. Elles sont tellement proches qu'au début des années 2000, elles ont décidé d'y faire construire des maisons mitoyennes. Ainsi, elles ne seront jamais loin l'une de l'autre. Ces maisons, elles sont d'ailleurs communicantes, au sous-sol par la cave. Pierre Schultz, avocat des parties civiles. Et elles sont communicantes par la terrasse. Donc les deux familles vivent ensemble quasiment comme une seule et même famille. Elles sont toutes les deux mariées. Isabelle est la femme d'Éric Moser, tandis que Karine a épousé Ludovic Baudin. Et ces deux sœurs qui sont quasiment fusionnelles. Il n'y a pas une journée sans que Karine appelle Isabelle ou qu'Isabelle appelle Karine. Elles se parlent tout le temps. Entre les deux familles, c'est l'harmonie. Thierry Moser, avocat des parties civiles. C'est l'entente, on se réunit autour de la piscine, on bavarde ensemble, on a des loisirs en commun. Rien ne semble pouvoir perturber la petite communauté jusqu'à ce terrible jeudi 12 septembre 2013. Il est près de 17h et Karine, comme souvent, rend visite à ses parents lorsqu'elle découvre, contre toute attente, que son fils Lilian et sa nièce Clara sont là, au lieu d'être à leur domicile. Maman me dit, Isabelle a oublié de les récupérer. Et là, moi, j'ai dit, maman, tu t'entends ? Isabelle a oublié de récupérer les enfants à l'école, c'est impossible. Donc là, moi, j'appelle mon beau-frère en lui disant, qu'est-ce qui se passe avec Isabelle ? Son beau-frère, c'est Éric Moser. Il est en train de prendre l'apéritif chez un ami lorsqu'il reçoit le coup de fil. Immédiatement, il rentre chez lui. Lui-même n'avait pas réussi à avoir contact avec sa femme de la journée. Mais il ne s'est pas plus inquiété que ça, il avait ses chantiers à terminer. Mais ça l'a quand même interpellé au point de quitter assez précipitamment son ami et de filer direction Ilfurt. Arrivé à la maison,
Éric Mosser ouvre la porte de son garage. Inquiet, il remarque tout de suite quelque chose d'inhabituel. Il appelle Karine pour dire « Tiens, la voiture d'Isabelle est encore dans le garage. » Si la voiture est là, Isabelle est là. Toujours en ligne avec Karine, il pénètre dans la maison et monte dans les étages à la recherche de sa femme. Il va narrer son entrée dans cette maison et c'est assez étrange parce qu'il va dire « Tiens, on dirait que quelqu'un est venu, les affaires sont en désordre. » Lorsque, soudain, Éric me dit « Ne ramène pas les enfants, on a été cambriolés. » Au son de sa voix, Karine comprend que quelque chose de grave est arrivé. Mais elle ne se doute pas que le pire reste à venir. Ce que découvre Éric Mosser dans la maison, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. c'est le corps sans vie de sa femme qui est au sol. Elle est dans une mare de sang, c'est un spectacle insoutenable. Elle est recroquevillée. Elle est décédée, elle ne respire plus. Éric Mosser est consterné, il est bouleversé. Il coupe la communication et ça s'arrête comme ça. Affolée, Karine laisse les enfants chez les grands-parents, monte dans sa voiture et fonce à son tour à Ilfurt. Arrivé chez moi dans la cour, je vois mon beau-frère sortir de son garage, allaitant, rouge, en sueur, comme s'il avait fait un marathon. Il allait vomir. La première des choses que je demande à Éric, c'est « Où est Isabelle? Que fait Isabelle ?» Entre-temps, Éric Mosser a eu le temps de prévenir les secours, mais il ne trouve pas la force d'annoncer la terrible nouvelle à sa belle-sœur. Éric Mosser est prostré, dans un état totalement second. Il est en larmes. C'est un homme absolument détruit, anéanti. Et là, Éric m'empêche de rentrer dans sa maison. Moi, je voulais qu'une chose, je me débattais, je criais « Isabelle, Isabelle, Isabelle ». Alors qu'elle cherche à comprendre ce qui se passe, une secouriste la reconnaît et vient vers elle. Une des filles du SAMU, une fille d'Austadt, donc de notre village natif d'Isabelle et moi, me dit « Karine, qui est-ce qui est dans la maison à côté ?» Et là, je dis « Isabelle ». Et c'est cette fille du SAMU qui me fait non. Et je lui dis « Elle n'est pas là ?» Elle me dit « Si, elle est là. » Mais non, elle ne pouvait pas me le dire elle-même. Connaissant Isabelle, elle ne pouvait pas me dire Isabelle était morte. Et elle me dit juste c'est fini pour Isabelle. À partir de ce moment-là, j'ai un trou, un noir. Karine est effondrée, mais elle doit maintenant apprendre la terrible nouvelle au reste de la famille, et en particulier à sa mère. J'ai appelé maman en lui disant « On a effectivement été cambriolés, mais Isabelle est blessée. » Je dis « Je te rappelle. » Donc j'ai rappelé un peu plus tard en disant « Isabelle est dans le coma. » Un peu plus tard, j'ai rappelé. Je leur ai dit qu'on ne savait pas s'ils allaient pouvoir sauver Isabelle. C'est très dur d'annoncer à ses parents que sa sœur est décédée. D'annoncer ça par téléphone, c'est pas normal. On se prend dans les bras, on se dit ça en face, mais pas au téléphone. Averti par sa femme, Ludovic Baudin arrive à Ilfurt et tente de réconforter Éric. Mon beau-frère est assis à table et je me pose à ses genoux et je lui dis « Éric, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ?» Ludovic Baudin, beau-frère de la victime. Et lui, il pleure, il a les yeux rougis par le chagrin. Il tient sa tête au milieu de ses deux mains et il dit « Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, je comprends pas. » C'est une bombe qui explose. C'est une tragédie pour nous quatre. C'est une tragédie pour nos familles au sens large. Il est environ 17h30 lorsque les gendarmes arrivent sur les lieux. Aussitôt, ils gèlent la scène de crime et font une première constatation. L'agression a été d'une violence inouïe.
De toute évidence, le ou les auteurs des faits se sont acharnés sur elle. Le corps se trouve près de l'entrée de la maison. C'est une agression au couteau. Les gendarmes fouillent chaque pièce de la maison à la recherche de l'arme du crime. En vain. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée dans cette affaire. Sans ce couteau, la tâche des forces de l'ordre promet d'être beaucoup plus compliquée. Pour déterminer à quel moment de la journée Isabelle a été tuée, les enquêteurs font appel à la police scientifique. Il y a déjà une forme de rigidité cadavérique. Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Ça veut dire que ça fait quand même quelques heures qu'elle est dans cet état. Elle était habillée comme elle l'était le matin. Pierre Schulz, avocat des parties civiles. Lorsque les enfants sont partis à l'école et que les dernières personnes l'ont vue vivante. La mort remonterait donc au matin même. Mais quand précisément ? Pour le savoir, les gendarmes vont devoir attendre les résultats de l'autopsie. De son côté, la police scientifique passe la scène de crime au peigne fin et une première hypothèse se dessine. Des tiroirs sont sortis, sont posés au sol, les affaires sont renversées. Une des premières pistes, un cambriolage qui aurait mal tourné. Si c'est bien le cas, par où sont passés le ou les cambrioleurs ? Chaque issue de la maison fait l'objet d'un examen minutieux. La première chose que constatent les gendarmes, c'est qu'il n'y a pas d'effraction sur les accès à la maison. Aucune fenêtre, aucune porte-fenêtre n'a été forcée, tout est fermé. La seule possibilité d'entrée, c'était par cette porte d'entrée située au rez-de-chaussée. La clé est à l'intérieur, la porte n'est pas verrouillée. Pour les enquêteurs, il est clair que le ou les agresseurs se sont introduits chez la victime par cette porte. Mais qui sont-ils ? Isabelle aurait-elle pu leur ouvrir sans se méfier ? À ce stade de l'enquête, il ne néglige aucun scénario. Un cambriolage qui aurait dérapé semble le plus plausible. Mais il peut aussi s'agir d'un détraqué qui rôde et qui tue. Et pourquoi pas d'une personne qui connaissait Isabelle et qui voulait la tuer. Mais pourquoi ? Pour découvrir quel secret pouvait cacher la victime, ils se penchent sur sa personnalité. Ils auditionnent Karine et Ludovic Baudin, sa sœur et son beau-frère. D'Isabelle, on peut dire Karine Baudin, sœur de la victime. la douceur, la gentillesse, la timidité, pas très extravertie. Qui n'a jamais un mot au-dessus de l'autre. Je pense que j'ai dû la voir en colère 2 fois. Une fille aimante, elle a toujours tout fait pour les autres. Isabelle rencontre Éric Moser en 1994. Et quelques années plus tard, ils se marient. Pour lui, c'est une deuxième union. Il est déjà papa d'un petit garçon. En 2006, naît Clara, leur petite fille. Éric est chauffagiste. Il a 44 ans. Isabelle, quant à elle, a 40 ans. Elle est sans emploi et elle s'occupe de son foyer à plein temps. Un rôle qu'elle apprécie par-dessus tout. Elle fait partie de ces personnes qui n'ont pas une existence compliquée ou des choses à cacher. C'est quelqu'un qui a une existence très simple. On ne lui connaissait aucune relation extra-conjugale. Robert Bartoletti, avocat général. Elle ne s'adonnait évidemment ni à la drogue, ni à l'alcool. Pour les gendarmes, le profil de cette mère de famille sans histoire ne colle pas vraiment avec la violence du crime. Tous les témoignages parlent d'une famille unie, d'un couple heureux, d'une femme appréciée de tous. D'ailleurs, sa mort est un choc pour la région tout entière. L'émotion était forte hier soir à Ilfurt, où 600 personnes environ ont marché en silence depuis la gare vers la maison d'Isabelle Moser. Le dimanche 15 septembre 2013, une marche blanche est organisée pour lui rendre hommage. C'était touchant. On sentait vraiment la famille unie autour d'Éric qui était effondrée. Donc bien sûr, un rassemblement symbolique, plein d'émotions, de tristesse.
Il faut le dire que c'est arrivé, il ne faut plus que ça arrive, quoi. Et c'est aussi, je pense, le but de cette marche. Car derrière l'émotion se cache aussi la peur. Un tueur en liberté rôde peut-être encore dans les environs. C'était surtout par rapport à la monstruosité de la chose. Il faut que les gens sachent ce qui s'est passé et qu'il faut faire attention quand on ouvre la porte de sa maison, qu'il faut être vigilant parce qu'aujourd'hui, il y a des gens mal intentionnés qui sont dehors, qui se promènent. Au même moment, les premiers résultats de l'autopsie parviennent sur le bureau des enquêteurs. Et ils apprennent que le tueur a poignardé Isabelle avec la volonté de l'achever. Très rapidement, le médecin légiste qui intervient va déterminer qu'il y a eu 8 coups de couteau. C'est un couteau de type couteau de cuisine avec un seul tranchant. La lame doit mesurer 15 cm. Il y a 8 pénétrations, une au niveau du thorax à l'avant et 7 au niveau du dos. C'est visiblement un ou deux de ces coups qui ont atteint les poumons. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et provoqué le décès de la victime. Le rapport d'autopsie livre une autre information. Il n'y a aucune trace ADN sous les ongles d'Isabelle. Elle n'a donc pas cherché à se défendre. Ça signifie-t-il qu'elle connaissait son agresseur? Et ça n'est pas tout. Les prélèvements effectués dans toute la maison vont révéler un autre élément déterminant pour la suite de l'enquête. On trouve sur son corps l'ADN de son mari, mais ça, c'est pas un scoop. Il n'y a pas d'ADN autre sur la scène de crime de la maison, si ce n'est une. Sur les 300 prélèvements qui ont été effectués dans cette maison, on va trouver un ADN. Sur une poignée de porte qui permet d'accéder dans le sous-sol. À qui appartient cette trace ADN? Pour le savoir, les gendarmes l'envoient au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Résultat, cet ADN n'appartient à aucun des proches d'Isabelle et il est inconnu des services de police. L'enquête n'avance toujours pas. Quant à l'heure du meurtre d'Isabelle, là encore, ils n'obtiennent aucune information précise. Il faut savoir qu'elle était dans le sas d'entrée. C'est un carrelage, donc qui conduit le froid. Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Donc le froid a baissé la température du corps. Donc le médecin légiste a eu toutes les difficultés du monde à donner une heure. Le médecin légiste estime que le crime a été réalisé Thierry Moser, avocat des parties civiles. En début de matinée, ce qui veut dire, disons, à partir de 8h du matin, grosso modo, voire en début d'après-midi. Les enquêteurs continuent leurs investigations pour établir avec plus de précision l'heure du crime. Ils cherchent alors à reconstituer l'emploi du temps d'Isabelle et de ses proches dans la matinée du jeudi 12 septembre 2013. Ce matin-là, Isabelle et Eric ramènent Clara dans le garage, les enfants montent en voiture. Mon épouse a emmené les enfants à l'école à 7h45. Ludovic Baudin, beau-frère de la victime. Et Eric dit avoir fermé la porte du garage et il dit être parti travailler. Il avait un rendez-vous pour un chantier du côté de Danemarie qui est situé à, on va dire, à 18 km. Questionné par les enquêteurs, Eric déclare avoir quitté la maison familiale à 8h15. Pour lui, c'était un début de journée comme tous les autres. À un détail près, ce matin-là, exceptionnellement, sa femme devait se rendre à Mulhouse. Isabelle a un rendez-vous pour une recherche d'emploi comme vendeuse. Les gendarmes vont faire cette vérification et se rendent compte qu'elle n'a jamais été à ce rendez-vous d'embauche. On sait qu'elle est habillée pour être à la maison. Elle a un pyjama ou une tenue d'intérieur. Pierre Schultz, avocat des parties civiles. Une tenue dans laquelle elle ne serait jamais sortie pour se présenter à un entretien d'embauche. Le fait qu'Isabelle soit toujours en tenue d'intérieur, Isabelle n'est pas maquillée, Isabelle n'est pas habillée pour partir, donc automatiquement, le décès d'Isabelle s'est passé le matin. C'est une évidence. Isabelle aurait donc été tuée avant de partir pour ce rendez-vous professionnel. L'information est d'ailleurs confirmée par l'étude de sa téléphonie.
On va se rendre compte déjà d'une chose, c'est qu'elle n'a pas bougé, puisqu'il y a un relais qui est situé pas très loin, qui ne va pas donner d'autre orientation que la localisation d'Ilfurt. Donc on sait qu'elle n'est pas sortie. L'analyse des relevés fournit un autre élément qui permet de préciser l'heure de l'agression. Il y a un appel entrant à 9h08. C'est la mère d'Isabelle Moser qui a tenté de la joindre, elle n'a pas décroché. On sait que la mère va rappeler à intervalles réguliers, que ça ne décrochera pas. Les gendarmes ont maintenant la certitude qu'Isabelle Moser n'a jamais quitté son domicile et que le crime a eu lieu entre le départ d'Éric, son mari, à 8h15, et l'appel de sa mère, resté sans réponse. 1 heure maximum, durant laquelle le ou les agresseurs se sont acharnés sur Isabelle. Une question se pose alors. Les agresseurs ont-ils guetté le départ d'Éric Moser avant d'agir ? Au vu du désordre constaté sur la scène de crime, les gendarmes explorent d'abord la piste la plus évidente, celle du cambriolage qui aurait mal tourné. Or, ce qui frappe les enquêteurs, c'est que ce cambriolage fait plutôt penser à une mise en scène. On sait qu'en général, un cambriolage, les gens ont un temps très court d'action, c'est d'une durée de 10 minutes, 15 minutes maximum. Donc on n'a pas le temps de poser les tiroirs, on arrache les tiroirs, on vide les tiroirs pour voir s'il y a des choses intéressantes qui sont cachées. C'est trop propre pour être un cambriolage. La maison est en désordre, mais il manque rien. Et notamment, figurent des objets qui d'habitude intéressent beaucoup les cambrioleurs. Des objets électroniques, tablettes, téléphones portables. Il y a des bijoux, montres, bracelets, etc. Et ces bijoux sont là. Selon les déclarations d'Éric Moser, seule une enveloppe contenant 500 € a disparu. Le butin paraît bien mince. Alors s'agit-il vraiment de cambrioleurs ? Les gendarmes ont des doutes. D'autant que, d'après les proches d'Isabelle, la mère de famille était prudente et n'aurait jamais ouvert à des inconnus. On sait qu'ils sont rentrés par la porte avant, puisque c'est la seule porte qui n'était pas fermée à clé. Donc, 2 hypothèses. Soit effectivement, ils rentrent sans savoir qu'Isabelle est présente. Ils commencent à préparer les affaires qu'ils vont dérober. Et ils se font surprendre. Et puis là, ils la tuent. Et ils prennent la fuite. Quant à l'hypothèse d'Isabelle Moser qui ouvre à des inconnus, ça a été totalement écarté. C'était quelqu'un qui était particulièrement méfiante et craintive. Robert Bartoletti, avocat général. Surtout si vous voyez devant la porte 1 ou 2 individus que vous ne connaissez pas, avec la mine patibulaire. Un butin quasi nul, pas d'ADN sur la victime, une mise en scène douteuse, tout laisse à penser que la piste du cambriolage qui aurait mal tourné n'est pas la bonne. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Pour tenter de faire avancer leur dossier, ils réinterrogent les proches de la victime. Et c'est sa sœur, Karine, qui va les mettre sur une autre piste, celle de la vengeance, ou plutôt du règlement de compte. Face aux gendarmes, Karine raconte un événement troublant qui s'est déroulé 6 mois avant le drame. Ce jour-là, elle repère 2 rôdeurs dans la rue, devant chez elle. Un matin, ces 2 individus, je les ai vus s'intéresser à la maison voisine. Karine Baudin, sœur de la victime. Et là, j'ai de suite appelé ma voisine en lui disant « Il y a des individus louches qui s'intéressent à votre maison ». Je n'ai pas le temps de finir cette phrase que l'alarme sonne. Donc l'alarme se déclenche, ces 2 cambrioleurs prennent la fuite et vont être interpellés. Il se trouve que ce sont 2 Roumains. Rapidement, les 2 hommes sont interpellés dans un hôtel de la périphérie de Mulhouse. Les gendarmes les ramènent à Ilfurt pour être identifiés par Karine Baudin. Je les ai reconnus. J'étais derrière le rideau de ma maison. Ils ne m'ont peut-être pas vue, mais ils savaient très bien que c'est la personne qui habite cette maison-là qui les a dénoncés. Et donc ils ont été condamnés à 5 mois de prison avec sursis. Stéphane Boucher,
journaliste spécialiste des faits divers. Peine évidemment qu'ils ne vont jamais accomplir. Les deux hommes seraient-ils revenus se venger après avoir été dénoncés? Pour en avoir le cœur net, les gendarmes se plongent dans le dossier de la tentative de cambriolage. Et ils font une découverte intéressante. À l'époque, les deux suspects avaient utilisé une carte bancaire pour payer leur chambre d'hôtel. Or, cette même carte bancaire a été utilisée une deuxième fois, juste avant l'agression de la mère de famille. Les enquêteurs se rendent compte que la carte a servi à réserver une nuit d'hôtel en périphérie de Mulhouse, la veille du meurtre de Isabelle Moser. C'est la première hypothèse qui est venue dans mon esprit. Est-ce que ces deux-là sont revenus pour me faire la peau et se sont trompés de maison? Ils se sont trompés de maison, c'est une chose. Ils se sont trompés de femme. Isabelle est blonde, je suis brune. Aussitôt, un mandat d'arrêt international est lancé contre les deux Roumains. Mais encore une fois, c'est la douche froide. Les gendarmes apprennent que l'un des deux suspects était en prison au moment du crime. Quant au second, on ne l'a pas retrouvé. Lors de la première arrestation, là, pour la tentative de cambriolage, on a prélevé son ADN. Donc on compare son ADN avec l'ADN inconnu qui a été retrouvé sur la poignée de porte au sous-sol. Et là, ça ne matche pas. Cet ADN ne correspond pas à celui du suspect recherché. La piste du règlement de compte est abandonnée. Ça colle pas, on va pas assassiner quelqu'un pour une condamnation mineure. Ça correspond à rien. On voit mal l'un de ces deux Roumains revenir, soit pour se venger, soit pour recommettre un cambriolage au même endroit. Enfin, tout ça n'avait aucun sens. Retour à la case départ pour les enquêteurs. Et toujours cette même question. Qui pouvait en vouloir autant à Isabelle Moser au point de s'acharner sur son corps aussi sauvagement? C'est alors qu'un mois après le meurtre, le 13 octobre, un coup de théâtre fait basculer l'enquête. Comme la maison du crime est sous scellé judiciaire pour les besoins de l'enquête, c'est Karine, la sœur de la victime, qui s'occupe de récupérer au jour le jour le courrier de la famille Moser. Mais ce jour-là, lorsqu'elle tend le courrier à Eric, il se décompose. Eric prend son courrier et on le voit à sa tête. Eric reste sans voix sur une enveloppe. Collé au dos de cette enveloppe, il découvre une lettre manuscrite à l'écriture enfantine et à l'orthographe douteuse. Il y a une lettre d'un corbeau qui revendique le crime. Une personne, on va l'appeler un corbeau. Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. S'accuse du meurtre, utilise des mots très particuliers. Quelqu'un sur ce courrier l'appelle Belly Schotz, ça veut dire amour en alsacien. Et là, on ne comprend pas. Belly, c'est le surnom d'Isabelle. Pierre Schultz, avocat des parties civiles. C'est le surnom des proches, des très proches. Pour les enquêteurs, pas de doute. Celui qui a écrit la lettre anonyme connaît très bien les Moser. Et ce n'est pas tout. Eric Moser attire leur attention sur une expression employée par le corbeau. « Je ne suis pas con ni fou ». Il y a un voisin qui a tendance à répéter un peu en boucle cette expression et qui est connu dans le voisinage pour être le mateur du coin. Celui qui regarde les femmes d'une façon un peu malsaine. Parmi les pistes, Thierry Moser, avocat des parties civiles. on a envisagé celle de ce voisin qui serait zioteur. Il faisait des compliments à Isabelle, qu'elle était belle. Isabelle et moi, on détestait ça, on ne supportait pas venant d'un voisin. On était très amis avec son épouse. Que penser de ce voisin au comportement douteux ? En enquêtant dans le quartier, les gendarmes découvrent qu'il serait allé encore plus loin. Le voyeur aurait adressé à ses voisines des SMS sans ambiguïté et même aurait percé des ouvertures dans sa haie pour les épier.
Serait-il le corbeau? Aurait-il pu faire de même avec Isabelle et s'en prendre à elle après un refus de sa part? Entre quelqu'un qui est un peu lourd serait allé faire des avances à l'intéressé, ça aurait mal tourné. Robert Bartoletti, avocat général. Il l'aurait tué, bon, c'est quelque chose qui a été totalement écarté, qui de toute façon était matériellement impossible. Car après vérification de son emploi du temps, les gendarmes apprennent qu'il était à l'étranger le jour du crime. Il ne peut donc pas être le meurtrier d'Isabelle. Mais alors, qui est l'auteur de la lettre anonyme reçue par Éric? Pour le démasquer, les enquêteurs décident d'organiser des séances de tests graphologiques. Tout le monde va se mettre à prendre son stylo, à écrire les quelques lignes qu'on a retrouvées sur ce courrier. Éric, mon mari, Kevin, moi, les voisins, la famille proche. C'est alors qu'un nouveau rebondissement relance l'enquête. Le rapport des experts graphologues va mettre les gendarmes sur la piste d'un suspect qui, dès le début des investigations, leur avait pourtant été signalé. Dès le soir du décès d'Isabelle, toute la famille, tous les proches ont un nom en tête. Karine Baudin, sœur de la victime. Que ce soit mon mari, que ce soit moi, que ce soit mes parents, le fils d'Éric Moser. Tout le monde a pensé à Kevin. Kevin, c'est le fils né du premier mariage d'Éric Moser. Il a 21 ans. C'est un jeune homme sensible qui n'a pas forcément bien accepté l'arrivée d'Isabelle dans la vie de son père. Mais cela en fait-il pour autant un meurtrier? Et on va vite se rendre compte que les relations entre Isabelle et Kevin ne sont pas de très bonnes relations. C'est vrai que très souvent, des disputes ont éclaté entre Isabelle et ce jeune homme. Isabelle commençait à avoir peur de lui. Il avait les clés pour rentrer, donc il avait l'accès à la maison. Kevin Moser aurait un mobile. Il avait aussi les moyens d'entrer sans effraction chez Isabelle et de commettre l'irréparable. Son écriture pourrait correspondre à celle du corbeau. Face à tant d'éléments troublants, il est placé en garde à vue. Nous avons rencontré Kevin, qui se souvient de sa longue confrontation avec les enquêteurs. Garde à vue au départ, j'ai vécu un peu mal. Puisqu'on vous annonce de but en blanc que vous êtes mis en garde à vue pour le meurtre d'Isabelle. Kevin Moser, fils d'Éric Moser. Ça a mis un froid un peu partout. La moitié de la famille m'a montré du doigt. Comme quoi ça pouvait être que moi. Comme quoi j'étais quelqu'un de violent, d'impulsif, colérique. Pour confirmer leurs soupçons, les gendarmes lui font faire d'autres tests d'écriture. Mais cette fois-ci, les experts graphologues nuancent leurs résultats. Ils ne sont plus aussi catégoriques. Et mieux encore, ils font une révélation à peine croyable. Pour être quelqu'un qui a imité l'écriture de Kevin en prenant le langage d'une troisième personne. On a voulu brouiller les pistes en imitant une écriture. Donc ça pourrait vouloir dire que le rédacteur de la lettre a cherché à orienter les investigations vers Kevin. Et là, c'est le choc. Pourquoi moi? Alors, pourquoi mon écriture? En tout cas, mon écriture n'est pas arrivée là par hasard. Les gendarmes, eux aussi, sont dans le flou. Ils pensaient tenir enfin le coupable. Alors, pour en avoir le cœur net, ils examinent la téléphonie de Kevin et la réponse est sans ambiguïté. Le jour du crime, le 12 septembre... Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Son téléphone a borné loin des lieux du crime. Après son travail, il est rentré chez lui. Sa petite copine de l'époque atteste de la chose. Il n'y a rien, aucun élément matériel qui puisse le raccrocher au crime. Au moment des faits, Kevin a donc un alibi sans faille, confirmé par ses proches et par son employeur. Il ne peut donc pas être leur coupable. Force est de constater qu'à ce stade de l'enquête, aucune hypothèse envisagée ne semble aboutir. Et surtout,
les gendarmes comprennent que quelqu'un dans l'entourage de la victime cherche à brouiller les pistes. Nous sommes en février 2014, quelques mois après le meurtre d'Isabelle Moser. L'enquête piétine et les gendarmes cherchent de nouveaux éléments qui pourraient leur permettre de faire avancer le dossier. C'est alors qu'ils vont apprendre que la vie sentimentale et sexuelle d'Éric Moser n'est pas celle d'un mari modèle. Tout commence par un événement qui jette le trouble dans la famille en deuil. Éric nous apprend qu'il a rencontré une femme. Cette femme est très très vite venue chez lui à la maison. Elle savait ce qui s'était passé, mais vivait dans cette maison-là comme si cette maison était la sienne. Dans les casseroles, dans le lit d'Isabelle, dans la maison d'Isabelle. Ça a choqué non seulement sa famille, mais ça a choqué le village entier. Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. On n'est pas dans le contexte habituel d'un veuf éploré qui veut comprendre. On a une dame qui ressemble... Ludovic Baudin, beau-frère de la victime. Par son teint de cheveux, par sa coupe de cheveux, à Isabelle. Elle était aussi fine qu'Isabelle, un peu les mêmes tenues vestimentaires qu'Isabelle. Et c'est hyper traumatisant, c'est déstabilisant. La belle famille d'Éric Moser a du mal à réaliser ce qui se passe sous ses yeux. Et ce qu'elle raconte aux gendarmes est de plus en plus étonnant. Cette femme vivait là la semaine avec ses enfants et repartait chez elle avec ses enfants le dimanche soir. Éric mettait Clara au lit aux alentours des 20h, 20h30. Et là, une autre voiture arrivait, une autre femme arrivait pour passer la nuit chez Éric. Une fois, deux fois, mon mari et moi, on devenait fous, quoi. On disait Clara dit au revoir à la blonde. Quand elle se réveille le lendemain matin, il y a la brune dans le lit. Éric Moser, c'est pas l'homme d'une femme, mais c'est l'homme de plusieurs femmes. Les enquêteurs décident alors de placer Éric Moser sous surveillance. D'autant que le va-et-vient des maîtresses dans la maison d'Isabelle continue. Je vois une voisine, elle rentre chez Éric Moser, une troisième. Là, on dit, c'est pas possible. Une femme de la rue qui a connu Isabelle. Son fils a joué avec le fils d'Éric étant petit. Elle est à côté, là où Isabelle est morte. Il faut passer la porte d'entrée, enjamber l'endroit où Isabelle était allongée avec les 8 coups de couteau dans le dos. Comment font ces femmes? Plus les gendarmes enquêtent sur la vie intime d'Éric Moser, et plus ils découvrent de maîtresses. Se pourrait-il qu'il ait commencé à tromper Isabelle avant sa mort? Pour le savoir, il convoque ces femmes afin d'en apprendre davantage sur la double vie du mari éploré. Éric Moser est un chauffagiste séducteur. C'est un homme intelligent, il a de la prestance. Thierry Moser, avocat des parties civiles. Il met à profit ses tournées de chauffagiste pour compter fleurette à des dames. Il a une sacrée collection de maîtresses. Il passe de l'une à l'autre, il se paye du bon temps. Il fait croire qu'il est effectivement marié, mais que ça se passe mal, qu'il va demander le divorce. Il est capable de s'organiser des lundis où il ne travaille pas, où il va rejoindre une de ses maîtresses, et des week-ends de complets à l'autre bout de la France avec sa maîtresse, sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. En creusant un peu, les gendarmes découvrent qu'il a même acheté plusieurs appartements dans la région. Des endroits où il peut retrouver ses maîtresses à l'abri des regards. Pendant des années, cette stratégie a parfaitement fonctionné, ce qui n'étonne absolument pas Kevin, son fils aîné. Mon père était très volage, il a toujours aimé les femmes. Mon père a toujours été un beau parleur, il avait toujours besoin de draguer, il avait toujours cette envie, ce besoin à plaire. C'est vrai que les gendarmes vont tomber de haut parce qu'ils vont se rendre compte qu'effectivement, Éric Moser, il a organisé à la fois sa vie professionnelle, mais sa vie sentimentale autour de ce besoin de séduire
ce besoin physique avec les femmes. Il a même réussi, c'est un véritable tour de force, à cloisonner toutes ces vies. Une vie entière de mensonges. Se pourrait-il qu'Éric ait fait la même chose avec les enquêteurs et qu'il ne leur ait pas dit toute la vérité? Ces infidélités à répétition n'auraient-elles pas quelque chose à voir avec le meurtre d'Isabelle? En analysant son téléphone portable, il relève que parmi toutes ses maîtresses, il y en a une avec laquelle il est en contact quasi permanent. Nous l'appellerons Martine. Il découvre que les deux amants ont échangé plus de 12 000 appels ou SMS au cours de l'année qui précède le crime. S'agirait-il alors d'un crime passionnel qui serait la conséquence d'une liaison débutée avant le meurtre d'Isabelle? Placée en garde à vue, Martine fait des révélations qui confirment leurs soupçons. On apprend qu'il y a encore une autre femme. Karine Baudin, sœur de la victime. Une femme avec qui il est depuis 18 mois. Une femme à qui il a fait croire qu'il allait divorcer d'Isabelle. Cette maîtresse trouve que ça va quand même pas assez rapidement. Des fois, elle a l'impression qu'Éric la prend pour une idiote. Il y a un moment où on arrive à l'ultimatum. Robert Bartoletti, avocat général. Et où la maîtresse dit, écoute, maintenant ça suffit, ou c'est elle ou c'est moi. Au point que la veille des faits, ils se sont séparés. Elle lui a annoncé, maintenant c'est fini. Elle va clairement rompre avec lui. Face aux gendarmes, elle ajoute que la rupture a été violente. Éric aurait eu un regard noir, un regard qu'elle ne lui connaissait pas. Et elle termine par un aveu terrible. Elle aura cette phrase, j'ai l'impression que c'était de ma faute tout ça. Elle va culpabiliser en se disant quelque part, Isabelle est morte à cause de moi. Cette fois, les enquêteurs se disent que cette piste est peut-être la bonne. Éric Mosser aurait-il tué Isabelle à la suite de sa dispute avec Martine qui menaçait de rompre? Voulait-il se débarrasser définitivement de sa femme pour ne pas perdre sa maîtresse? Pour le savoir, ils examinent minutieusement son emploi du temps le matin du jeudi 12 septembre 2013, après le départ de Karine et des enfants. Ils y recueillent deux informations importantes. Il est seul avec son épouse pendant 30 minutes le matin. Il dit qu'il est parti à 8h15. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et qu'il est arrivé à 8h30 dans le village où il devait faire une intervention. Pour vérifier ces déclarations, les gendarmes entendent sa première cliente. Et là, surprise, elle donne une version très différente de celle d'Éric Mosser. Son heure d'arrivée chez sa cliente, ce n'est pas 8h30, mais c'est 9h ou 9h05. Puisque sa première cliente, Pierre Schultz, avocat des parties civiles, se plaindra de ce retard et elle enverra même un email à un ami. J'attends le gars pour la révision chaudière. Il m'avait dit 8h30 et il n'est toujours pas là. Et cet email, il est horodaté. L'heure d'envoi de ce mail est 8h42. Donc, Éric Mosser n'est pas arrivé chez elle à 8h30 comme il l'affirme. Alors, pourquoi a-t-il menti? Il y a un trou béant de 30 minutes environ dans son emploi du temps. Les 30 minutes, les enquêteurs le savent, c'est assez de temps pour tuer sa femme dans un accès de colère et de mettre en place cette mise en scène pour faire croire à un cambriolage qui a mal tourné. Il devient le suspect numéro 1. Les enquêteurs en savent maintenant beaucoup plus sur la vie cachée d'Éric Mosser. Il multiplie les maîtresses, il n'a pas supporté que Martine, sa favorite, décide brutalement de rompre.
De plus, il y a ce retard de 30 minutes chez sa première cliente. Le 18 juin 2014, il décide de le placer en garde à vue pour l'interroger. C'est un coup de tonnerre pour la famille d'Isabelle. Je lui ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un cauchemar. C'est réveillez-moi, c'est un cauchemar. Je dois dire à ma maman que c'est papa de Clara qui a été arrêté. On vit un film d'horreur. Karine n'arrive pas à croire à ce mauvais scénario. Comme sa famille, elle adore son beau-frère et il le lui rend bien. Alors comment aurait-il pu commettre un tel acte? Quand Eric est arrivé dans la famille, Eric a été un rayon de soleil. Eric est quelqu'un de très jovial, de très ouvert, de très marrant, qui a le cœur sur la main. Tout le monde appréciait Eric. Moi, je m'entendais très très bien avec Eric. J'avais aucun souci avec lui. Ludovic Baudin, beau-frère de la victime. J'avais de très très bonnes relations. Eric, il avait fait un peu de boxe. C'est quelqu'un de sanguin. Il ne faut pas qu'on regarde son épouse un peu de travers. Eric était réellement quelqu'un de très très débrouillard. Il sait tout faire. Si j'avais un problème, moi, la belle-sœur, j'appelais pas mon mari, j'appelais Eric. C'est Eric qui venait me défendre. Nous, on était bien contents d'avoir un Superman avec nous. Le fils aîné d'Eric, lui aussi, est sous le choc. Il ne croit pas que son père ait cherché à imiter son écriture. Pour lui, il est innocent. On veut lui mettre un meurtre sur le dos qu'il n'a pas commis. Kevin Mosser, fils d'Eric Mosser. Isabelle, il a toujours clamé comme quoi il l'aimait. Il n'a jamais été violent. Aujourd'hui encore, il porte la bague de mariage à son dos. On est tous à croire son innocence, on pense beaucoup à lui. On essaie de lui apporter du réconfort comme on le peut. Quand ils vont placer Eric en garde à vue... Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Du début à la fin de cette histoire, il le criera haut et fort « J'aime ma femme ». Le comportement d'Eric Mosser étonne les gendarmes. Le suspect paraît très sûr de lui. Il campe sur ses positions. Ce n'est pas lui qui a tué sa femme. Il est assez coopératif, il répond très sereinement aux questions qui lui sont posées. Il dit qu'il n'a rien à voir avec le crime. Le personnage est assez étonnant parce qu'il ne se laisse jamais déstabiliser par les enquêteurs. C'est quelqu'un de manipulateur, qui n'a pas beaucoup d'empathie. Pendant sa garde à vue, il envoie un SMS à une de ses potentielles maîtresses. Ça a choqué à la fois les enquêteurs, mais ça a choqué tout le monde. Face à ce comportement surprenant, les gendarmes ne s'avouent pas vaincus. Ils ont entre leurs mains la preuve qu'il a menti sur son emploi du temps. Cette preuve, c'est le mail envoyé par sa première cliente. Même face à cette preuve incontestable, Eric Mosser ne se laisse pas impressionner. À peine admet-il avoir dû patienter quelques minutes en raison de travaux sur la route. Lui, il reste sur sa première version. Je suis parti à 8h15. Bon, j'ai peut-être mis plus que 25 minutes. Il remet totalement en doute et en question le témoignage de cette cliente. Pour tenter de confondre leurs suspects, les enquêteurs décident de refaire le trajet qu'il a emprunté ce matin-là. On est allé jusqu'à faire des reconstitutions quasiment en situation réelle. Robert Bartoletti, avocat général. C'est-à-dire qu'on a remis les feux rouges comme au moment des travaux, donc tout a été chronométré. On fait 2 fois le trajet. Thierry Moser, avocat des parties civiles. La première fois, on arrive à dire il faut 20 minutes et des poussières, 12 secondes. Deuxième trajet, 20 minutes et 50 secondes. Si Eric Mosser est arrivé vers 9h chez sa cliente, c'est qu'il a quitté son domicile bien après 8h15. On est toujours encore avec ce trou, ces 30 minutes, dans l'emploi du temps d'Eric Mosser. Et il est incapable de justifier ce qu'il a fait pendant ces 30 minutes. Il avait donc parfaitement le temps de commettre le crime et d'enchaîner avec sa journée de travail comme si de rien n'était.
Au terme de la garde à vue, Éric Moser est présenté devant la juge d'instruction qui le met en examen pour homicide volontaire. Il est placé en détention provisoire. Pour établir le mobile du crime, les enquêteurs s'appuient sur un élément central du dossier, le dernier SMS échangé entre Éric Moser et Martine, sa maîtresse favorite, après leur séparation violente. Éric Moser vit ça très mal. Il y a un échange de SMS entre sa maîtresse et lui, le matin du crime, vers 7h et des poussières. Celle-ci lui dit, maintenant ça suffit, moi Joron, tu m'as fait des promesses qui ne sont pas tenues. Que s'est-il passé quand Éric a reçu le message? Était-il en colère? Et surtout, Isabelle aurait-elle découvert leur liaison à ce moment-là? Est-ce que le décès d'Isabelle est dû à ce message-là? Karine Baudin, sœur de la victime. Isabelle a-t-elle entendu ce message, vu ce message? Isabelle a appris ce qui s'était passé. Lui s'est retrouvé à ce moment-là coincé. Il ne savait plus trop quoi faire. D'un côté, je ne veux pas divorcer, d'un autre côté, je veux garder ma maîtresse et ma liberté. Finalement, il se dit, la seule façon, c'est d'être veuf. Le mobile pourrait donc être passionnel. À moins que cela puisse être l'argent. Il ne faut pas négliger l'enjeu financier qu'il y a là derrière. Lui-même avait déjà connu un premier divorce et crié haut et fort que plus jamais on y reprendrait à divorcer. Il trouvait que son premier divorce lui a coûté un peu cher. Il a dit, je me ferai pas avoir une autre fois. Il faut savoir, il est très près de ses sous, très près de ses biens. Isabelle morte, la question d'un partage éventuel au cours d'un divorce ne se pose plus. Alors, que s'est-il passé dans la maison des Moser le matin du 12 septembre 2013, après le départ des enfants à l'école? Pour les enquêteurs, le scénario le plus plausible est le suivant. Isabelle découvre le SMS de la maîtresse d'Éric et une violente dispute éclate. Elle aurait pété un câble, comme on dit. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Elle demandait des comptes à son mari. Sur le coup de la colère, il s'est saisi d'un de ces 6 couteaux présents sur le plan de travail. Ça dérape avec un coup de couteau. Et cet acharnement, ces 7 coups de couteau rapprochés, où on est plutôt sur du passionnel, de la haine. Devant le corps sans vie de sa femme, Éric Moser n'aurait pas su quoi faire. Mais rapidement, il aurait repris le contrôle de la situation et il aurait mis en scène le vol et l'agression d'Isabelle. Comme il sait qu'il y a eu des cambriolages dans le secteur d'Alkirch pas longtemps avant, il va ficher un peu de pagaille dans le logement pour donner à penser que c'est le cambriolage qui a mal tourné. Et puis il part tranquillement, comme si de rien n'était, sur les lieux de son premier dépannage. Suite à ces conclusions, la juge prend sa décision. Éric Moser est renvoyé devant la cour d'assises pour homicide volontaire. Le procès s'ouvre le 13 mars 2017 à Colmar. L'affaire passionne la région tout entière et de nombreux médias sont présents. À la une de votre édition, l'ouverture du procès d'Éric Moser devant les assises du Haut-Rhin. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme, dont le corps a été retrouvé lardé de coups de couteau en septembre 2013. Malgré les conclusions des enquêteurs, l'issue du procès est incertaine. Car même si de nombreux éléments le désignent comme coupable, le suspect clame encore son innocence. Et le dossier est fragile. On est un peu inquiet parce qu'il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de témoin direct. Thierry Moser, avocat des parties civiles. Il n'y a pas de preuves scientifiques déterminantes. C'est très difficile, c'est très lourd pour nous. C'est difficile de voir quelqu'un de votre famille, quelqu'un d'insoupçonnable, sur un banc d'accusés. Alors, pour convaincre les jurés de son innocence et mettre toutes les chances de son côté, Éric Moser s'assure les services d'un célèbre avocat, maître Éric Dupond-Moretti. Face à celui que l'on surnomme acquittateur, la partie promet d'être rude pour les avocats de la partie civile. On n'avait jamais vu autant de monde dans la salle de la cour d'assises du Bas-Rhin. Pierre Schultz,
avocat des parties civiles. Les gens étaient venus aussi pour voir comment Éric Moser allait se défendre et comment il allait être défendu par son célèbre avocat. Quand on prend un Éric Dupond-Moretti, c'est parce qu'on est coupable et on sait qu'il va trouver la faille, ou soit effectivement on va en finir avec cette affaire. D'emblée, l'avocat de la défense dénonce une enquête menée à charge. Il rejette la thèse du crime passionnel et il accuse l'instruction d'avoir négligé d'autres pistes. Qu'il nie les faits, tout le monde s'en fout. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont mais ahurissantes dans la présentation. Par exemple, la pluralité de coups de couteau s'assigne, selon les magistrats de la chambre de l'instruction et le juge d'instruction, le fait que ça ne peut pas être un tiers. Ah bon ? Ah bon ? Éric Dupond-Moretti vient dire que le crime est certainement le fait d'une tierce personne inconnue, alors soit un cambrioleur. Il revient longuement à la thèse des Roumains qui veulent se venger. Il nous dit qu'il y a la théorie, là, ce monsieur voyeur. La défense fait feu de tout bois et plaide l'acquittement, parce que si on n'a pas de preuves, la logique voudrait que l'accusé quitte libre la salle de la cour d'assises. Pour l'accusation, même s'il n'y a ni preuve tangible, ni arme du crime, les indices recueillis suffisent à se faire une intime conviction. Éric Moser est coupable. Ces mensonges, cette lettre du corbeau. Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Dont on est convaincu que c'est lui l'auteur de cette lettre du corbeau. Le travail de la défense, c'est de dire qu'il n'y a pas assez d'éléments. Il est le dernier à la maison avec Isabelle est vivante. Il part un peu avant 8h30 et à 9h, elle ne répond plus et son corps est trouvé dans une tenue d'intérieur. Ces éléments, si on les met tous sur la table, on obtient un puzzle qui, lui, est très cohérent. Il n'y avait pas d'autre hypothèse que celle d'Éric Moser. Robert Bartoletti, avocat général. On ne peut pas imaginer que quelqu'un d'autre soit l'auteur des faits. Toutes les autres pistes ont été exploitées, toutes les autres pistes ont été refermées. Et Éric Moser avait un mobile et il n'avait pas d'alibi. À la cour d'assises de Colmar, l'enjeu est important. Soit Éric Moser convainc les jurés qu'il n'y a pas de preuves contre lui et il est acquitté. Dans le cas contraire, il risque jusqu'à 30 ans pour homicide volontaire. Pour tout le monde, c'est du 50-50. Mais un élément risque de faire pencher la balance. Son comportement. D'abord, celui du mari éploré lors de la marche blanche. Et ensuite, son attitude au cours de l'audience. Il se défend mal. Et il passe plutôt pour quelqu'un d'assez peu sympathique. À force de trop crier « mais je l'aimais », ça sonne faux. Ça sonne tellement faux que je pense que ça en devient presque contre-productif. Et c'est vrai que sa vie sentimentale, pour ne pas dire sa vie sexuelle, pèse très lourdement dans ce procès. Qu'on ne condamnait pas, évidemment, parce qu'il avait 3 ou 4 maîtresses. Même si, effectivement, on parle à des jurés. Donc c'est vrai que parfois, la frontière est difficile. Au terme de 5 jours de débat tendu, le verdict tombe. Les jurés condamnent Éric Moser à 20 ans de prison pour homicide volontaire. Un jugement confirmé l'année suivante, en 2018, par la Cour d'appel de Strasbourg, puis en octobre 2019, par le rejet de son pourvoi en cassation. Éric Moser restera donc en prison. Pourtant, il clame encore et toujours son innocence. Il n'a pas tué Isabelle. Il a tué toute une famille. Karine Baudin, sœur de la victime. Clara n'aura plus jamais de maman. Maman a perdu sa fille. Moi, j'ai plus de sœur. Nous, on est morts avec Isabelle. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.